directeur de l'Institut de santé publique et de l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé. Il y a des alliances de recherche. Donc Jean-Paul, dis-nous un peu des éléments complémentaires sur cette sécurité environnementale et sanitaire. Est-ce que la recherche peut nous aider? J'espère. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je voudrais remercier Gilles et remercier Patrice Sani à souhait, parce qu'en fait, j'ai pris la direction de l'Institut de santé publique assez récemment, et donc c'est ma première prestation publique. Donc ça me fait particulièrement plaisir de le faire à ces collègues-là sur nos terres communes ex-marseillaise. Alors, diapositive suivante, juste un mot pour ceux qui ne seraient pas familiers, mais on essaye de mieux organiser la recherche publique. On a bien besoin dans notre pays, et pour ça, on a fait un regroupement de l'ensemble des organismes publics de recherche dans des grandes alliances, et notamment dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. Il y a donc une alliance qui s'appelle comme ça, Alliance des sciences de la vie et de la santé, dans laquelle il y a le CNRS, l'INSERM, qui est ma maison d'origine, les universités, les hôpitaux, le CEA, et comme la liste est très longue, je n'ai pas le temps de tous les citer. Et vous voyez qu'on est organisé un peu sur le modèle, mais c'est un peu immodeste parce qu'on n'en est pas là, des National Institutes of Health nord-américains, en grand domaine pathologique, et donc ou de problèmes, et dans le petit grand domaine, il y a donc ce domaine de la santé publique qui recouvre l'objet de ce colloque, moi en partie, dont je suis directeur depuis peu. La diapositive suivante. En fait, il y a actuellement, depuis quelques années, quand on regarde la littérature scientifique internationale dans le domaine qu'on appelle santé publique, c'est-à-dire l'approche de la santé, non pas au niveau des individus, comme font nos collègues cliniciens, mais au niveau des populations, on voit qu'il y a essentiellement deux grandes lignes de recherche qui sont d'ailleurs étroitement liées. Il y a une première ligne qui a été particulièrement mise en avant par le rapport dont vous avez peut-être entendu parler de fin 2008 d'une commission de l'OMS qui s'appelait la Commission sur les déterminants sociaux de la santé, qui avait été présidée par un monsieur qui s'appelle Michael Marmot, qui est le plus grand épidémiologiste britannique. Il s'appelle Sir maintenant, parce qu'il a été anobli par la reine, ce qui mérite bien. Et le constat de départ de tout ça, il est effectivement assez trivial. C'est-à-dire que trivial mais important. Qui nous dit qu'il y a un lien direct, qu'il y a un lien entre les inégalités socio-économiques et les inégalités sanitaires. En gros, plus on est pauvre, plus on est vulnérable, moins on est en bonne santé et vice-versa. Jusque-là, ça ne paraît pas une grande découverte scientifique. Encore que, là où ça devient beaucoup plus intéressant, c'est que c'est tout le champ de recherche qui a été ouvert par ça qui essaye de comprendre quelles sont les chaînes causales qui font qu'on part d'un certain statut dans la société et que le résultat, c'est pas simplement qu'on est moins riche, mais aussi qu'on a une dégradation de son état de santé et qu'en plus c'est vérifié dans le monde entier et à l'échelle de groupes de population. Alors bien sûr, il y a des mécanismes de causalité qui sont, disons, un peu simplés, mais qui peuvent être très réels. Par exemple, c'est sûr que quand on n'a pas l'accès aux soins, il y a de fortes chances que ça puisse expliquer pourquoi après on ait un moins bon probabilité de survie, par exemple, quand on est atteint par une pathologie. Là, c'est pas toujours évident à démontrer, hein, mais c'est relativement simple. Le problème, c'est que dans ce lien des déterminants sociaux de la santé, il y a des mécanismes beaucoup plus complexes qui peuvent intervenir, et notamment, et c'est là que ça devient extrêmement intéressant et que ça rejoint ce colloque, des interactions complexes entre des facteurs qui peuvent être des facteurs y compris génétiques, avec des facteurs environnementaux au sens de l'environnement naturel qui nous occupe ici aujourd'hui, mais aussi de l'environnement social, des facteurs cognitifs, etc. Et donc on a affaire à des chaînes extrêmement complexes et qu'on peut essayer de mieux comprendre. Si vous voulez en avoir une idée, on vient de sortir à l'INSERM une synthèse de la littérature existante à la demande du régime social des indépendants sur les relations entre le stress au travail, c'est-à-dire quelles sont les chaînes, on ne les connaît pas toutes, hein, qui font qu'une situation de travail, et pas simplement la pénibilité physique du travail, mais des facteurs comme l'autonomie dans le travail, la sécurité psychologique dans le travail, peut se transformer, à travers quel mécanisme ça peut se transformer, non seulement en troubles musculo-squelettiques, là on voit à peu près comment ça peut passer, hein, mais aussi en plus grande probabilité de pathologie cardiovasculaire ou en termes de pathologie mentale.
Et donc on voit bien que là, il y a tout un champ de recherche qui est extrêmement important et évidemment profondément interdisciplinaire. Il y a une hypothèse qui est extrêmement forte dans la littérature, qui a été énoncée pour la première fois par un épidémiologiste qui s'appelle Barker, qui est liée à la précédente, c'est l'hypothèse qu'on appelle dans notre jargon DOHAD. Alors c'est de l'anglais, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'hypothèse que les expositions auxquelles nous sommes les uns et les autres soumis à des facteurs de risque divers, au cours de la période in utero ou autour de la naissance, non seulement ça a des effets immédiats qu'on peut constater sur l'incidence des malformations congénitales ou la mortalité autour de la naissance, et soit dit en passant, l'amélioration de la mortalité infantile s'est arrêtée en France depuis 2005, c'est les dernières données de l'INSEE, mais c'est que donc ces expositions, ce qui se passe, disons, dans la période in utero et la période du très jeune âge, ça a non seulement des conséquences à court terme, ça on les connaît à peu près, mais ça peut avoir des conséquences à très très long terme sur l'ensemble du cycle de vie de l'individu. Et là, ça implique de pouvoir mettre en place des dispositifs de recherche qui sont assez compliqués à mettre en place parce que ça implique de suivre des gens pendant très très longtemps. Et là, avec en plus des résultats qui ne vont pas forcément être des résultats immédiats. Et vous comprenez bien que comme on est dans la tyrannie du court terme, au niveau de nos politiques en général, c'est pas facile de faire émerger des projets de recherche de ce type. Alors, c'est pour ça que c'est très important de faire des cohortes épidémiologiques. Je donne quelques exemples. Par exemple, j'aurais pu vous lancer un choisi parmi des dizaines. C'est un travail qui est fait par nos collègues bretons qui ont étudié dans une cohorte de femmes enceintes les effets de l'exposition prénatale aux solvants, aux pesticides et aux produits de chloration de l'eau. Diapositive suivante, on ne va pas vous détailler la méthodologie, et qui, par exemple, mettent en lumière une relation statistiquement significative, toutes choses égales par ailleurs, entre des expositions aux pesticides au travers de l'environnement et des choses observées à la naissance comme un moindre périmètre crânien ou un moindre poids de naissance, dont on sait qu'ils sont prédictifs de problèmes de santé, soit immédiatement après la naissance, soit plus tard. Le dernier exemple que je voudrais illustrer, parce que c'est un point important qui a donné lieu, là aussi, à une récente expertise collective de l'INSERM qui est au cœur de l'actualité, puisque vous savez que nos députés, en première lecture à l'Assemblée nationale, dans un élan de court-circuitage des clivages politiques traditionnels, ont voté majoritairement, donc ça impliquait que tous les courants politiques, finalement, se mettent d'accord au moins pour partie là-dessus, ont voté des mesures. Pour l'instant, ça pas force de loi, il faut encore que ça passe au Sénat et ça ne passera pas, rassurez-vous. Mais quand même, c'est quand même un bon premier point, d'interdiction d'un certain nombre de produits, notamment les phtalates et les parallèles, qui sont suspectés très fortement d'être des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui interfèrent avec les fonctions endocrines, et notamment les fonctions endocrines masculines. Alors, je ne vais pas, la diapositive suivante, vous savez qu'il y a toute une série de produits, y compris de produits qui sont des produits extrêmement courants dans notre vie quotidienne, qui sont attestés être des perturbateurs endocriniens, et ça inclut d'ailleurs un certain nombre de produits pharmaceutiques dont on trouve les traces dans l'environnement. On est parfaitement en phase avec l'exposé précédent. Je termine pour dire que ça renvoie à des problèmes dont il faut quand même que notre société prenne conscience. Ces perturbateurs endocriniens, leur effet est très fortement suspecté dans un trend historique qui maintenant est attesté et indiscutable, qui est la baisse de la fertilité masculine dans tous les pays développés. Je ne détaille pas. Cette baisse de la fertilité masculine, diapositive suivante, elle est aussi vérifiée ou corrélée avec l'augmentation de l'incidence du cancer du testicule et l'apparition d'un certain nombre de malformations congénitales qui sont liées à l'appareil urogénital masculin. Donc, c'est un exemple parmi d'autres pris dans l'actualité de la façon dont ce type de recherche épidémiologique peut permettre d'identifier des facteurs de risque et de faire avancer les choses. Ceci étant dit, il faut bien comprendre, et là c'est l'économiste qui parle, parce qu'il se trouve que même si je fais beaucoup de santé publique, à l'origine je suis économiste, on ne peut pas bien évidemment déduire mécaniquement de ce type de constat les politiques publiques à mettre en œuvre.
L'interdiction des phtalates, dont j'ai dit que c'était une bonne chose parce qu'elle permet de lancer le débat, elle ne résout pas par un coup de baguette magique le problème de quelles sont les conditions économiques, sociales et technologiques pour trouver des produits de substitution à certains des produits. Certains sont inutiles et effectivement avec une transformation de l'économie on pourrait s'en passer. Mais d'autres ont par ailleurs des usages utiles, comme les antibiotiques, à partir du moment où il n'y a pas de résistante, servent quand même à sauver des vies tous les jours, partout dans le monde. Donc il faut bien comprendre qu'au-delà du constat scientifique qu'on peut faire avec toutes les incertitudes qu'on essaye de dépasser, ça ne résout pas, ça doit être un point de départ, mais ça ne résout pas l'ensemble des choix qui deviennent des choix beaucoup plus sociétaux et collectifs. Et je crois qu'on est tous d'accord aussi sur cette longueur d'onde-là. Voilà. Merci. Claire. J'ai vu pour la première fois l'idée qu'on cartographiait, c'est-à-dire qu'on allait prendre des cartes et qu'on allait vérifier ce qu'il y a dans le milieu, et puis qu'on allait voir les maladies qu'il pouvait y avoir sur tel ou tel individu. Et donc une réaction immédiate de ma part, un peu simpliste, c'est de dire mais pourquoi est-ce qu'on ne cartographie pas plus souvent les maladies, histoire de voir s'il n'y a pas quand même un petit lien avec ce qu'il y a au-dessus. Donc juste une petite idée là, en regardant ce que tu viens de faire, qui me paraît vraiment fondamental. Alors après avoir fait ce tour dans la plutôt ce que j'appelle un écologue, est-ce que tu es en charge